Where is he? Come on up here, Elon. Les riches sont des salauds. On l'a tous entendu des centaines de fois. Et si je vous disais que ce n'est pas un cliché, mais une réalité? Avant même de me traiter de fou, prenez une minute pour réfléchir. Qui tire les ficelles en politique? Qui écrase les petits pour faire plus de profit? On a grandi avec cette idée que les riches sont des opportunistes, des profiteurs. Mais qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est simplement de l'envie déguisée? Aujourd'hui, on va crever l'abcès. Oui, les riches ne sont pas les héros de cette histoire. Mais avant de tout condamner, il y a peut-être une vérité qui pourrait vous surprendre. Et qui sait, peut-être que vous aussi, vous aimeriez bien rejoindre ce petit groupe qu'on adore détester. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Mika, entrepreneur, auteur et investisseur depuis plusieurs années. Ici on parle sans filtre, cash, investissement et vrai business. Alors restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous dévoiler une vérité que personne ne vous dira. Soyons honnêtes, les riches ne jouent pas avec les mêmes règles fiscales que vous et moi. Pendant qu'on travaille dur toute l'année, une bonne partie de notre salaire part directement aux impôts, surtout si on vit en France, et on peut rien y faire. Mais les ultra riches, eux, ils ont trouvé comment minimiser légalement leur impôt. Et non, ce ne sont pas des tricheurs, ce sont des stratèges qui savent utiliser les failles d'un système conçu pour les avantager. Prenons un instant pour comprendre pourquoi ce système existe. Les lois fiscales sont complexes, et cette complexité profite à ceux qui peuvent se permettre d'engager des fiscalistes hautement qualifiés. C'est ce fossé qui fait la différence entre l'impôt que vous et moi, simples citoyens payons, et celui que les ultra-riches peuvent éviter en toute légalité. Prenons le cas d'Elon Musk. On l'accuse souvent de ne pas payer suffisamment d'impôts malgré ses milliards. Mais là où beaucoup se trompent, c'est qu'il utilise une stratégie que peu de gens connaissent, le fameux Buy, Borrow, Die. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une approche simple mais redoutablement efficace. L'idée est la suivante. Au lieu de vendre ses actions pour obtenir du cash, ce qui serait imposé comme des gains en capital, Musk il emprunte de l'argent en utilisant ses actions comme garantie. Ce qui est intéressant, c'est que l'argent emprunté, elle n'est pas imposée. Musk il peut donc emprunter des millions, voire des milliards, sans devoir payer un seul centime d'impôt. Prenons un exemple plus visuel. Imaginons qu'Elon Musk détient des actions Tesla d'une valeur de 100 milliards de dollars. S'il vendait une partie de ses actions, il serait immédiatement taxé à hauteur de 20% pour les Américains, en plus sur ses gains. Mais en empruntant contre ses actions, il obtient de l'argent liquide sans être taxé. Et il peut emprunter encore et encore toujours plus avec des taux d'intérêt ridiculement bas que lui offrent les banques, car elles savent qu'il est une valeur sûre. Alors où est le piège? Il n'y en a pas. À sa mort, ce sont ses héritiers qui vont récupérer ses actions grâce à un mécanisme appelé le State-up Basis. Ça signifie que les actions, elles passent une nouvelle base fiscale, ce qui réduit considérablement les impôts sur la succession. En clair, c'est une stratégie qui lui permet de vivre comme un roi tout en payant des impôts dérisoires. Mais vous savez, Elon Musk, c'est pas le seul à utiliser cette technique. Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, il fait la même chose. En fait, c'est un concept, ce Buy, Borrow, Die, c'est l'un des secrets les mieux gardés des ultra-riches. Ça leur permet de capitaliser sur leurs actifs tout en minimisant leurs impôts au maximum. Pourquoi payer 30% d'impôts si vous pouvez légalement payer seulement 3%? Vous avez sûrement entendu parler de ces entreprises comme Apple ou Google qui déplacent leur siège européen en Irlande pour bénéficier d'une imposition sur les sociétés bien plus faible. Et devinez quoi? C'est 100% légal. Apple a transféré une partie importante de ses opérations en Irlande où l'impôt sur les sociétés est à 12,5% contre près de 35% aux États-Unis. Résultat, ça leur permet d'économiser des milliards chaque année en impôts et tout ça sans violer la loi. Les riches et les grandes entreprises, ils trichent pas. Ils sont intelligents et ils embauchent des armées de fiscalistes pour optimiser chaque centime. Mais comment ça fonctionne-t-il exactement? Les entreprises et les riches créent des structures complexes, comme des holdings et des sociétés offshore pour répartir leurs revenus dans différents pays où les taux d'imposition sont plus faibles. Ces montagnes permettent de minimiser l'impôt tout en gardant l'argent disponible pour des investissements futurs. Alors il y a beaucoup de gens qui critiquent cette pratique en disant que c'est immoral. Mais la vérité, c'est que le système il permet de le faire. Et je suis persuadé que si vous auriez les moyens de le faire, vous le feriez également. Les lois fiscales internationales sont faites de telle manière qu'elles offrent des échappatoires pour ceux qui savent comment les exploiter. En France, c'est exactement pareil. Les milliardaires français, ils utilisent également des paradis fiscaux pour utiliser leurs impôts. Patrick Drahi, par exemple, magnat des télécoms, propriétaire d'SFR, il est souvent critiqué pour ses montagnes financiers sophistiqués qui lui permettent de réduire ses impôts grâce à des sociétés offshore. Drahi a établi certaines de ses holdings dans des pays comme les Pays-Bas ou Luxembourg, où les taux d'impôt ils sont beaucoup plus avantageux qu'en France. Ça lui permet de protéger une partie de sa fortune tout en restant dans la légalité. Ces montagnes financières complexes permettent à des figures comme Drahi, mais aussi François Pinault, de bénéficier de taux d'imposition bien inférieurs à ceux des particuliers, comme vous et moi, ou des petites entreprises. Prenons le groupe Kering.
de Pinot. Il a fait l'objet d'enquêtes fiscales pour ses pratiques d'optimisation via ses filiales en Suisse et au Luxembourg, ce qui aurait permis au groupe de réduire drastiquement son imposition sur leurs profits générés par des marques comme Gucci ou Yves Saint Laurent. Encore une fois, ces pratiques, elles sont parfaitement légales, mais elles montrent à quel point les ultra riches, ils savent utiliser le système à leur avantage tout en échappant à la lourde fiscalité française. Tant que ces lois existent, pourquoi les riches s'en priveraient-ils? Mais ce n'est pas tout. L'immobilier et les œuvres caritatives sont également des outils puissants pour réduire leurs impôts. Par exemple, savez-vous que l'immobilier est l'un des moyens les plus efficaces pour les riches de minimiser leurs impôts? Prenons l'exemple de Robert Kiyosaki. Vous savez, le célèbre auteur du livre Père riche, Père pauvre. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille. Il explique depuis des années que l'immobilier, c'est un moyen incroyable de générer des revenus tout en réduisant ses impôts. Comment? L'immobilier permet de déduire un grand nombre de frais, surtout aux États-Unis. Les intérêts des emprunts, les frais de gestion et même l'amortissement des biens. Tous ces éléments viennent réduire le montant des impôts que les riches doivent payer. En résumé, plus ils investissent dans l'immobilier, plus ils réduisent leur facture fiscale. Prenons un simple exemple. Un investisseur qui emprunte pour acheter un immeuble à 10 millions d'euros. Il déduit les intérêts de son emprunt, les frais de gestion de l'immeuble et même l'usure des biens à travers l'amortissement. Ça diminue ses impôts à chaque étape. Et pendant ce temps, les loyers qu'il perçoit viennent rembourser son prêt. Résultat, il accumule du patrimoine sans payer beaucoup d'impôts et il continue à le faire en ayant une forte croissance de richesse. Mais il ne s'arrête pas là. Les riches, ils utilisent également des fondations et des œuvres caritatives pour optimiser encore davantage leurs finances. Quand vous entendez parler de milliardaires comme Warren Buffett ou Bill Gates, qui donnent des milliards à des œuvres de charité, il ne s'agit pas seulement de générosité, c'est aussi un excellent moyen de réduire leurs impôts. Aux États-Unis, les dons à des fondations caritatives sont déductibles d'impôts, ce qui permet à ces riches philanthropes de récupérer une partie de leur argent tout en contrôlant indirectement leur fortune à travers ces fondations. C'est un 2 en 1 parfait. Ils paraissent généreux tout en optimisant leurs finances. Alors non, les riches ne sont pas des tricheurs, ce sont des génies fiscaux qui savent jouer selon leurs règles, mais à leurs avantages. Qu'il s'agisse de l'emprunt, de l'immobilier ou de la philanthropie, ils utilisent tous les outils légaux à leur disposition pour minimiser leurs impôts et continuer à faire croître leur fortune. Si vous voulez un jour jouer dans la même cour, il est temps de découvrir les stratégies qui se cachent derrière leur succès. Avez-vous déjà entendu parler des subventions publiques? Eh ouais, il y a beaucoup de gens qui savent même pas qu'elles existent et pourtant, les subventions publiques enrichissent simplement les ultra riches. Elles sont des investissements stratégiques qui à long terme profitent à tout le monde, vous et moi compris. Les riches ne sont pas juste des profiteurs, c'est aussi des innovateurs qui savent utiliser ces fonds pour transformer des industries entières. Est-ce que, franchement, vous croyez que ce sont Elon Musk ou Jeff Bezos qui en tirent le plus de bénéfices? Non, ce sont ces subventions qui rendent possibles les grandes avancées technologiques dont on bénéficie tous. Si on prend l'exemple de Tesla, Elon Musk il a reçu plus de 2,4 milliards de dollars en subventions publiques au fil des années. Ça inclut tout ce qui est crédit d'impôt pour le développement des voitures électriques et des aides gouvernementales pour la construction d'usines comme la Gigafactory dans le Nevada par exemple. Ben oui, cet argent provient des contribuables américains. Et la vraie question est, qu'est-ce que Musk en fait? Il transforme l'industrie automobile. Grâce à Tesla, les voitures électriques, elles sont devenues une réalité accessible. Non seulement l'entreprise, elle crée des emplois bien rémunérés, mais elle contribue aussi à réduire la dépendance mondiale aux combustibles fossiles, jouant ainsi un rôle clé dans la lutte contre le changement climatique par exemple. Ces subventions, elles ont donc un impact mondial, bien au-delà des seuls profits d'Elon Musk. C'est pas tout. Regardons aussi SpaceX, l'autre entreprise de Musk. Il a également reçu des milliards de dollars en contrats gouvernementaux, notamment de la part de la NASA, pour développer des technologies spatiales. Ces fonds, est-ce que vous croyez qu'ils profitent uniquement à Elon Musk? Non, ils permettent également à l'Amérique de rester à la pointe de l'innovation dans la course à l'espace, tout en réduisant les coûts de lancement de satellites et en préparant la conquête de Mars. Sans SpaceX, les voyages dans l'espace seraient encore réservés aux gouvernements et coûteraient des sommes astronomique. Musk, il a divisé les coûts par 10, rendant l'accès à l'espace beaucoup plus abordable pour les entreprises et les États. Il utilise donc les subventions pour transformer des industries, innover à grande échelle et rendre des services qui en retour bénéficient à des millions de personnes à travers le monde. Alors ne vous méprenez pas, hein. Elon Musk, c'est pas un cas isolé. Amazon de Jeff Bezos, il a également profité de millions de dollars en subventions pour installer des centres de distribution dans différentes régions. Il a créé des millions d'emplois en bénéficiant d'avantages fiscaux légaux. Ces grandes entreprises, elles exploitent des systèmes créés pour encourager l'innovation et l'investissement. Mais elles le font à une échelle que le citoyen moyen ne peut même pas imaginer. C'est facile de critiquer les subventions publiques en disant qu'elles profitent uniquement aux ultra-riches. Mais c'est une vision beaucoup trop simpliste. Les subventions publiques, c'est pas un cadeau qui est offert aux milliardaires, parce que je vous vois venir dans la vidéo. Non, ce sont un levier puissant pour accélérer l'innovation dans des secteurs qui sont essentiels pour l'avenir. Prenons l'exemple des énergies renouvelables. Sans subvention,
Il y a de nombreuses entreprises dans le solaire, ou l'éolien même, qui auraient jamais pu voir le jour. Ces technologies, elles sont désormais au cœur de la transition énergétique mondiale. En finançant ces innovations, le gouvernement, ils ont investi dans des secteurs d'avenir trop risqués ou coûteux pour attirer immédiatement des investissements privés. Par exemple, Bill Gates, il investit massivement dans des technologies propres via son fonds Brickshot Energy Ventures. Ce fonds, il est cofinancé avec d'autres milliardaires comme Jeff Bezos. Ils utilisent des subventions pour soutenir des innovations dans les énergies renouvelables. Ces entrepreneurs, ils ne se contentent pas de profiter du système. Ils l'utilisent pour créer des avancées majeures qui bénéficient à toute la société. L'argument selon lequel les riches exploitent les subventions pour s'enrichir, il est donc incomplet. Ces subventions, elles permettent de financer des innovations qui profitent à toute l'économie. Prenons l'exemple de la 5G. Des entreprises comme Qualcomm ou Ericsson reçoivent des subventions pour développer l'infrastructure de la 5G, qui va révolutionner finalement la manière dont nous communiquons, vous et moi, et permettra des avancées comme des voitures autonomes ou des villes intelligentes. Les subventions publiques, c'est un outil puissant. Mais c'est qu'une partie du puzzle. Il est temps de parler d'un autre pilier essentiel, le lobbying et le pouvoir des riches sur la politique. Tout d'abord, parlons du lobbying. Si vous pensez que les lois sont faites pour le peuple, vous vivez dans un rêve. Aux États-Unis, en France, partout ailleurs, les riches dépensent des milliards pour influencer les politiques publiques. En 2023, on estime que le lobbying représentait plus de 3 milliards de dollars aux États-Unis. Un excellent exemple de la puissance des riches sur la politique est la réforme fiscale de 2017 aux États-Unis sous l'administration Trump. C'est une réforme qui a permis de réduire les impôts sur les sociétés de 35 à 21%. À votre avis, qui en a profité? Les multinationales et les riches, bien entendu. Et cette réforme n'est pas arrivée par hasard. Des milliardaires comme Charles et David Koch, connus pour leur influence dans la politique américaine, ont utilisé des millions de dollars en lobbying pour faire passer cette loi. Le résultat, des avantages fiscaux qui augmentent encore plus leur fortune. Et je parle même pas des paradis fiscaux, même si certains gouvernements, ils essaient de les combattre. Les riches, ils utilisent des structures si complexes qu'il est presque impossible de suivre les traces de leur fortune. Des endroits comme les îles Caïmans, la Suisse, le Luxembourg offrent aux milliardaires la possibilité de placer leurs richesses loin, très loin des radars fiscaux. Grâce à des sociétés offshore, des trusts et des montages fiscaux complexes, ils peuvent protéger leur fortune et payer des impôts dérisoires. Souvenez-vous, en 2021, une enquête appelée Pandora Papers. Elle a révélé que des milliers de milliardaires et politiciens à travers le monde utilisaient ces méthodes pour minimiser leurs charges fiscales. Et croyez-moi, ce système ne va pas changer de sitôt. Pourquoi? Parce que ces mêmes riches contrôlent une bonne partie de l'économie mondiale. Fermer ces paradis fiscaux reviendrait à bloquer une énorme partie des flux financiers. Le système mondial dépend de ces endroits pour circuler librement. C'est un cercle vicieux où tout le monde y trouve son compte, sauf le citoyen lambda comme vous et moi. Mais alors, comment les riches ils verrouillent le système? C'est très simple, ils ont un contrôle direct sur les institutions économiques. Prenons des organisations comme le Fonds monétaire international, le FMI, ou la Banque mondiale. Ces institutions sont censées stabiliser l'économie mondiale, même dans les faits. Elles sont contrôlées par les pays les plus riches et les multinationales. Elles dictent les règles économiques à travers le monde et s'assurent que l'ordre établi reste en place. C'est comme un club fermé où seuls ceux qui ont déjà le pouvoir, ils peuvent influencer les décisions. Pourquoi les réformes sont quasi impossibles? Alors est-ce qu'il n'y a pas des réformes économiques qui pourraient bouleverser ces avantages? Oubliez-les tout de suite. Chaque tentative de réforme fiscale internationale, qu'il s'agisse de taxer plus fortement les multinationales ou de réguler les marchés financiers, est constamment freinée. Les politiciens eux-mêmes sont souvent financés par ces mêmes entreprises ou sont directement liés à des intérêts privés. Chaque année, on parle de taxer les riches plus lourdement, de fermer les paradis fiscaux, de rendre les systèmes plus équitables. Mais au final, qu'est-ce qui change vraiment? Rien. Enfin, les riches ne contrôlent pas seulement l'économie et la politique, ils contrôlent aussi l'information. Qui possède les plus grands groupes médiatiques dans le monde? Ce sont des milliardaires. En France, par exemple, des figures comme Xavier Niel, Patrick Drahi possèdent certains des plus grands groupes de médias. Aux États-Unis, des hommes comme Jeff Bezos, ils possèdent les journaux comme le Washington Post. Ces milliardaires ne se contentent pas de protéger leurs richesses, ils s'assurent aussi de modéliser l'opinion public. Vous pensez vraiment que ces journaux vont régulièrement dénoncer les pratiques de ces milliardaires? Bien sûr que non. Les riches s'assurent que le discours dominant ne remet jamais vraiment en question les fondamentaux du système économique qui les maintient au pouvoir. Donc même si les citoyens se révoltent, l'information elle est déjà filtrée, modifiée et contrôlée par ceux qui détiennent le pouvoir économique. Finalement, toutes ces stratégies sont ancrées dans un système qui est conçu pour ne jamais se changer. Les riches contrôlent la politique, l'économie et même l'information. Tant que ces structures restent en place, les riches continueront d'optimiser leurs impôts, d'utiliser les subventions et de renforcer leur domination. Si vous attendiez à des réformes fiscales ou à une grande révolution économique, vous allez être franchement déçus. C'est un système qui est complètement verrouillé et il continuera de fonctionner à l'avantage de ceux qui savent comment le manipuler. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Si vous pensez que le système économique mondial va soudainement basculer en faveur des classes moyennes, détrompez-vous. Les riches ne sont pas des salauds parce qu'ils trichent, mais parce qu'ils savent manipuler un système conçu pour eux. Ils sont plus stratégiques et utilisent les règles à leurs avantages, maximisant leur fortune tout en minimisant leurs impôts.
Comme on l'a vu, ils contrôlent la politique fiscale, exploitent les paradis fiscaux, utilisent les subventions pour innover et verrouillent le système grâce à leurs influences sur les médias et les institutions. Tant qu'ils continuent d'influencer les lois et de financer les campagnes politiques, rien ne changera. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez aussi apprendre à jouer dans cette cour. Vous ne deviendrez pas milliardaire du jour au lendemain, mais avec une bonne éducation financière et les bonnes stratégies, vous pouvez avancer dans ce système plutôt que de le subir. Apprenez à protéger et à optimiser vos finances comme le font ces riches. Si vous voulez aller plus loin et découvrir comment appliquer ces stratégies dans votre propre vie, vous pouvez rejoindre mon groupe privé WhatsApp 100% gratuit. J'y partage des conseils pratiques sur l'investissement, l'optimisation fiscale et la construction d'un patrimoine solide. Le lien, il est juste dans la bio. Alors dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà entendu parler de ces stratégies et qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça. C'était Mika, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.